Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzahn, bienvenue dans mon podcast Survivre et prospérer dans un monde de surprises. L'épisode d'aujourd'hui, face au blocage, le changement doit-il être autoritaire ? L'incapacité de la France à se réformer malgré de multiples crises, éducation, retraite, finances, justice, etc., exaspère. Elle fait douter de la capacité de notre régime parlementaire à remplir son rôle. Face aux périls internes, cessation de paiement, tensions entre intérêts divergents, et externes, contexte international, certains concluent que seul un régime autoritaire pourrait sortir le pays de l'ornière. Un tel raisonnement n'est pas nouveau. Il a été tenu il y a presque 100 ans de façon convaincante par le juriste allemand Carl Schmitt, mais il a été tragiquement démenti par l'histoire. Compte tenu des enjeux actuels, il n'est pas inutile de le revisiter. En novembre 1932, devant un parterre de capitaines d'industrie à Düsseldorf, Carl Schmitt prononce un discours intitulé « État fort et économie saine ». Dans un contexte de crise économique et de paralysie politique de la République de Weimar agonisante, il développe une thèse provocatrice. Le pluralisme démocratique, loin de renforcer l'État, le condamnerait à une forme d'impuissance structurelle. L'analyse de Schmitt repose sur un constat paradoxal. L'État moderne s'est progressivement immiscé dans toutes les strates de la vie sociale et économique. Cependant, cette omniprésence n'est selon lui pas un signe de puissance, mais de faiblesse. Il qualifie cette situation d'état total quantitatif. Sous la pression des partis, des syndicats et des groupes d'intérêt, la puissance publique se transforme en distributeur de privilèges, de subventions et de protections réglementaires. En tentant de satisfaire tout le monde pour maintenir une paix sociale précaire, l'État se fragmente et perd sa capacité d'arbitrage. Plus il cède, plus il se développe et plus il se fragilise. Et plus il se fragilise, plus il doit céder. Pour Schmitt, la démocratie parlementaire est donc intrinsèquement viciée, car elle mène nécessairement au blocage systémique. Le changement est rendu impossible par le poids des acquis et des clientélismes. La seule solution réside dans l'avènement de ce qu'il appelle un état total qualitatif, un état suffisamment fort pour résister aux revendications sociales et aux groupes d'intérêt, et ainsi garantir un cadre de liberté économique. L'argument de l'impuissance parlementaire n'était déjà pas nouveau à l'époque de Schmitt, mais l'idée d'un État politiquement autoritaire pour garantir la liberté économique est originale, et certainement séduisante par son apparente logique. On peut cependant opposer 4 objections à ce raisonnement en apparence implacable. La première concerne la légitimité de la décision. En écartant le processus démocratique au profit du décisionnisme, c'est-à-dire l'idée que la décision vaut par l'autorité de celui qui la prend, Schmitt suppose implicitement que l'État fort incarnerait l'intérêt général mieux que la délibération collective. Mais cette supposition repose sur une vision sans doute naïve du pouvoir. Dans la réalité, tout régime doit maintenir une base de soutien. Un dictateur ne flotte pas au-dessus des intérêts particuliers. Il doit lui aussi récompenser ses alliés, acheter des loyautés, distribuer des faveurs. La différence est qu'il le fait sans transparence ni contre-pouvoir. Sans opposition, sans presse libre et sans contrôle parlementaire, le pouvoir autoritaire s'enferme dans une bulle informationnelle où l'arbitraire se substitue à l'expertise. Seconde objection, elle a trait à l'illusion d'efficacité. Le changement autoritaire offre une promesse de rapidité séduisante en temps de crise. Cependant, cette efficacité apparente masque une fragilité profonde. L'absence de garantie quant à la direction du changement. Sans contre-pouvoir, rien n'assure que les décisions prises iront dans le bon sens. Et d'ailleurs, comment définir le bon sens ? Le remède peut s'avérer pire que le mal. Cette logique vaut pour les États comme pour toute organisation. Une entreprise où un dirigeant impose ses vues sans contradicteur peut sembler plus agile et plus rapide à court terme, mais elle se prive des mécanismes qui détectent les erreurs avant qu'elles ne deviennent catastrophiques et qui créent des options alternatives aux choix actuels. Troisième objection, c'est que Schmitt confond délibération et paralysie. Ce qu'il interprète comme faiblesse peut être lu comme prudence démocratique.
Les réformes prennent du temps dans une démocratie précisément parce qu'elles doivent être débattues, amendées, acceptées. Cette lenteur protège contre les erreurs irréversibles. Les réformes brutalement imposées, même économiquement rationnelles sur le papier, créent souvent des dégâts sociaux durables et des effets pervers importants. Dernière objection, la séparation entre le politique et l'économique est une vue de l'esprit. Un tissu social et politique vivant qui gère ses tensions et ses conflits de façon créative contribue à une économie dynamique et inversement. Toute revendication n'est pas nécessairement celle d'un groupe d'intérêts agissant contre l'intérêt collectif. L'histoire offre d'ailleurs un double démenti à la thèse de Schmitt. Premièrement, les régimes parlementaires sont parfaitement capables de réformes profondes. Le changement démocratique est certes lent et frustrant, mais il possède une capacité d'autocorrection et une résilience que les systèmes autoritaires n'ont pas. Et il n'empêche pas la réforme. Les démocraties qui réforment avec succès ne le font pas en contournant les processus démocratiques, mais au contraire en les utilisant intelligemment. Elles créent des coalitions, compensent les perdants, expliquent patiemment les enjeux. Les réformes scandinaves des années 90, les transformations de l'économie allemande dans les années 2000, les ajustements néerlandais, tous démontrent qu'il est possible de changer profondément tout en restant démocratique. Alors ces réformes ont pris du temps et parfois coûté cher politiquement à leurs initiateurs, mais elles ont réussi précisément parce qu'elles étaient légitimes. Plus récemment, l'élection de Javier Milei en Argentine contredit frontalement la thèse de Schmitt. Qu'on l'approuve ou non, un mandat de réforme libérale radicale a été obtenu par les urnes sans recourir à l'autoritarisme. Même la France a réussi de nombreuses réformes importantes au cours de son histoire, y compris parlementaire. Les blocages sont relativement récents et ne sont pas liés à une limite intrinsèque de ce régime parlementaire. Il résulte beaucoup plus de désaccords sur le fond et de faiblesse du personnel politique. Deuxième démenti, les régimes autoritaires, même prétendument libéraux, n'ont jamais libéré l'économie. Ce qui a émergé après 1933, soit moins d'un an après le discours de Schmitt, dans son propre pays, et qui correspondait à sa pensée, ne fut pas un État total, qualitatif, mais tout simplement totalitaire. Le régime nazi qui l'a soutenu n'a pas libéré l'économie de l'emprise étatique. Il l'a asservie. Planification centralisée, contrôle des prix, direction obligatoire du travail, subordination complète de la production aux objectifs de l'État, le tableau final ressemble davantage au cauchemar bureaucratique que Schmitt prétendait combattre qu'à la libération économique qu'il promettait. Cette erreur devrait servir d'avertissement à tous ceux qui, frustrés par l'emprise de l'État sur l'économie, pensent que seul un régime autoritaire permettra de la réduire. L'histoire suggère l'inverse. La suppression des contre-pouvoirs démocratiques ne libère pas l'économie, elle la livre au pouvoir politique. Qu'il s'agisse des régimes communistes ou des dictatures militaires latino-américaines qui ont parfois libéré certains secteurs tout en enrichissant systématiquement leur clientèle, le constat est identique. Même les régimes autoritaires contemporains pratiquent un capitalisme dit de connivence, où pouvoir politique et privilèges économiques sont indissociables. La suppression des groupes de pression démocratiques ne signifie pas la fin du lobbying. Elle déplace simplement le phénomène de l'espace public vers les couloirs du pouvoir, où la corruption et le népotisme remplacent le débat parlementaire. Un pouvoir qui ne tolère aucun contre-pouvoir politique n'acceptera pas davantage de limites à son emprise sur l'économie. La Russie de Vladimir Poutine l'illustre parfaitement. La promesse d'un capitalisme moderne a rapidement laissé la place à un système où les fortunes dépendent entièrement du bon vouloir du Kremlin et où toute entreprise prospère doit sa réussite à sa proximité avec le pouvoir. Aux États-Unis, la dérive de Donald Trump vers un exercice autoritaire du pouvoir se traduit par des pressions directes sur les entreprises, des décisions économiques par décret, du favoritisme assumé. L'autoritarisme ne libère pas l'économie, il la subordonne aux caprices du prince. La Chine offre un dernier exemple. Après une période de réelle libéralisation économique, entre 1980 et 2010, l'État reprend désormais fortement la main sur tous les aspects de la vie.
le naturel revient au galop. Autrement dit, le libéralisme autoritaire est une contradiction dans les termes. Le discours de Schmitt contient bien sûr un noyau de vérité. Les démocraties peinent parfois à réformer certaines structures obsolètes lorsqu'elles sont saturées par les intérêts particuliers. La France actuelle en offre de nombreux exemples. Mais l'erreur serait de conclure que la solution réside dans l'abandon des contre-pouvoirs et l'établissement d'un régime autoritaire au nom d'une supposée efficacité. L'expérience du XXe siècle nous enseigne qu'il n'en est rien et que les conséquences sont catastrophiques. La bonne santé d'une économie ne dépend pas de sa sanctuarisation par un État dictatorial, de toute façon utopique, mais de la capacité des institutions à concilier intérêt général et initiative économique. C'est dans le maintien de cette tension que réside le défi contemporain, et non dans le choix entre autoritarisme et paralysie. L'appel à l'autoritarisme traduit d'ailleurs une paresse politique et intellectuelle qui fait croire au mirage d'une solution facile plutôt qu'une promesse de solution. Merci de votre attention. Vous pouvez retrouver cet épisode sur les principales plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochains épisodes. À bientôt!